RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Perret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur du centre Météo France de Nouméa. Vous avez pris vos fonctions en tout début d'année. Dans un instant avec vous, on reviendra sur ce qui nous aura intéressé en termes d'actualité ces jours derniers, le passage du cyclone Wessi à proximité de la Nouvelle-Calédonie. Un mot pour commencer avec vous, Gilles Perret, peut-être pour mieux vous connaître. Qu'est-ce qui vous a amené? Quel a été votre parcours avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie? Parce que vous avez eu un parcours très riche, hein. Oui, ça fait depuis 1982 que je suis à la météo, donc j'ai eu l'occasion de me promener pas mal dans le monde et dans différents domaines de la météo. Ouais. Ma carrière, je l'ai commencée à la Cité des Sciences et de l'Industrie comme conseiller scientifique, où j'ai participé à l'établissement de l'exposition météo dans ce musée scientifique. Ensuite, je suis allé en Terre Adélie, en Antarctique, où j'ai fait un hivernage, donc pendant 13 mois, coupé du monde, avec des rafales de vent qui sont autre chose que celles qu'on a dans les cyclones, puisqu'on a eu jusqu'à 240 km/h de vent. Oui, et des températures qui sont loin d'être celles des tropiques, j'imagine. Voilà, un peu négatives. Enfin, c'est moins 20, moins 30, des fois. Alors, quand vous avez 100 km/h de vent et une température de moins 20, il faut sortir bien couvert, sinon vous avez vite évidemment. Mais bon, par contre, c'est des endroits merveilleux au niveau du paysage, de la faune qui est très attachante. Tout le monde a vu la marche de l'empereur. Enfin, ces animaux très intéressants. Ensuite, comme j'avais pris un coup de froid, je suis allé en Martinique, histoire de réchauffer un peu, de compenser un petit peu. Et là, en Martinique, toujours la météo. Donc, j'ai travaillé au bureau d'études et donc j'ai travaillé sur les cyclones, sur les marées de tempête, sur les phénomènes qu'on connaît ici, qui sont les phénomènes tropicaux. Aussi la sécheresse, les poissons, les bancs de poissons pélagiques, savoir pourquoi d'une année sur l'autre, c'était pas au même endroit, des études comme ça, très très intéressantes. Et puis ensuite, je suis revenu en métropole à Toulouse, où j'ai le centre Météo France, où il y a le centre national météo, avec pratiquement un tiers des météorologues sont sur ce centre à Toulouse. Et là, j'étais enseignant à l'école de la météorologie, et puis ensuite responsable de la formation continue. Bon. Dans le passé récent, j'ai passé 2 ans à Bordeaux, au centre, à la direction interrégionale Sud-Ouest, comme directeur adjoint, avant d'arriver ici comme directeur à Nouméa, donc directeur de la Nouvelle-Calédonie, Edoualis et Fotona. Edoualis et Fotona, il faut le préciser. Et vous arrivez en Calédonie, vous prenez vos fonctions, et donc un premier cyclone. Alors c'est votre domaine de prédilection, j'allais dire. Ce cyclone Wessi, comment vous le qualifiez? Ça a été un petit cyclone? Oui, c'est plutôt un petit cyclone, parce que on n'est pas dans des monstres avec des vents à 150-200 km/h en moyen, et puis des rafales à 250 km/h, comme on peut en voir parfois. C'est un petit cyclone au niveau du vent. C'est un cyclone qu'on a identifié assez rapidement comme étant un cyclone avec beaucoup de pluie, puisque ici on a un système de mousson qui fait que la pluie venant du nord sur la partie est du cyclone est assez abondante, et donc on l'a constaté. Ce genre de cyclone, le danger, c'est essentiellement la pluie, puisqu'il peut tomber des quantités très importantes. Là, sur Wessi, on a quand même relevé presque 600 mm sur le camp des Sapins, donc au centre de la chaîne calédonienne. Voilà, donc un cyclone pas très fort, qui est passé à 100 km de nos côtes, enfin de la pointe nord de la Calédonie, donc qui est passé pas très loin. C'est vrai que s'il était passé sur nous, ça aurait été beaucoup plus destructeur. Ça veut dire aussi pour nos collègues prévisionnistes pas mal de stress, parce que là c'est le genre de cyclone, on le surveille vraiment de près et heure par heure. C'est la question que j'allais vous poser, parce que finalement quand on regarde régulièrement votre site internet météo.nc, on a bien vu que ce cyclone, en tout cas le potentiel qu'il y ait un cyclone qui se crée, avait été identifié il y a déjà plusieurs jours. Après, comment ça se passe au niveau de la prévision? Comment est-ce que vous travaillez à Météo France pour faire de la prévision? Alors, je vais répondre spécifiquement sur les cyclones. Alors, d'abord, on fait une étude climatique statistique qui permet de voir le potentiel de développement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et qui marche très bien. Donc ce cyclone-là, par exemple, on l'avait vu 15 jours avant avant qu'il se produise, alors même qu'il n'y avait pas de signes. Oui, il n'y avait rien. Il y avait simplement des signes climatiques, c'est-à-dire des organisations, des grandes masses climatiques, des températures, etc. Bon, ensuite, il y a les modèles de prévision numérique, donc qui sont des modèles physiques, qui vont nous montrer qu'il y a
une dépression qui se creuse. Voilà. Et puis on va voir aussi sur les satellites, parce qu'on a toujours, on est toujours entre les deux, entre l'observation qui nous donne des informations sur ce qui se passe maintenant, et puis les modèles de prévision qui nous disent ce qui va se passer. Donc en même temps, en général, c'est assez cohérent. En même temps que les modèles nous creusent la dépression, on commence à voir apparaître des amas de nuages qui commencent à s'organiser un petit peu. Donc ce cyclone Wessi a été très très long à s'organiser. Ça a mis du temps. Il a beaucoup tourné sur place sans être très très organisé, avec pas vraiment une forme de cyclone, surtout des amas nuageux. En plus, il était très asymétrique, avec beaucoup de nuages à l'est et pas très circulaire comme forme. Après, il est devenu quand il s'est renforcé. Voilà. Donc, on a surveillé en fait le creusement de la dépression. Et puis les conditions aux alentours pour pouvoir connaître le déplacement. Puisque le problème, c'est le cyclone va se creuser, il a une dynamique propre, mais ensuite il va se déplacer en fonction des conditions extérieures. Autour de lui. Autour de lui. Donc on analyse les deux. Gilles Perret, vous parliez de ces fameux modèles. Ils sont faits où ces modèles? Vous le faites ici en Calédonie? Ça tourne à Toulouse? Comment ça fonctionne? Les modèles numériques, c'est des modèles qui sont très très complexes, qui mettent en œuvre des tas d'équations. Bon, un modèle numérique, c'est assez simple à comprendre. Si je vous lance un ballon, vous allez l'attraper. Normalement. Comment vous faites? Parce que vous connaissez les règles de physique qui vont s'appliquer au ballon. En gros, il y en a deux. Il va continuer sur la même trajectoire. Et puis, il y a la gravité qui fait qu'il aura une courbe parabolique qui va descendre. D'accord. Voilà. Votre cerveau, il fait ce calcul. Il calcule la trajectoire en fonction de ça. Nous, on fait la même chose avec l'atmosphère, mais avec des phénomènes physiques beaucoup plus complexes, puisque c'est de la thermodynamique. En plus, il y a plusieurs gaz dans l'atmosphère. En particulier, il y a l'air, l'azote et l'oxygène, mais il y a aussi l'eau qui peut changer d'état, qui peut passer en vapeur, en liquide, etc. Donc, c'est des modèles avec des équations beaucoup plus complexes, ce qui nécessite des millions de calculs. Et donc, on est obligé de les faire tourner sur des supercalculateurs. Et les pays qui sont équipés de supercalculateurs comme ça, il n'y en a pas tellement en fait dans le monde. Il doit y en avoir une dizaine, dont la France. Et donc, on le fait tourner sur le supercalculateur qui est à Toulouse. Donc, c'est une immense pièce avec des armoires d'ordinateurs, des processeurs hyper puissants, le tout très réfrigéré parce que ça chauffe beaucoup. J'imagine. Voilà. Et une fois que vous avez ces modèles, c'est avec ça que vous établissez les cartes de trajectoire? Là, c'est ça. C'est-à-dire, les modèles font des prévisions par rapport aux règles physiques. Malheureusement, ces modèles ne sont pas parfaits. Parce que de toute façon, les modèles se basent sur des observations qui elles-mêmes sont pas parfaites, surtout dans notre région, puisqu'on a des observations très éparses, des observations quasiment que sur les îles. Donc les modèles, on va avoir plusieurs modèles qui vont donner plusieurs hypothèses parfois. Et là, on a vu en particulier sur Cyclone qu'il y avait des modèles qui donnaient des trajectoires complètement différentes, un peu plus, qui passaient même à l'est de la Calédonie. Et ensuite, les prévisionnistes, eux, ont une connaissance des modèles et ils vont pouvoir adapter les prévisions par rapport aux modèles. C'est-à-dire, ils peuvent dire ce modèle-là, il va trop vite. Ce modèle-là est trop lent, a tendance à être trop lent. Et puis il regarde finement les conditions autour. Et en fait, on se rend compte que l'intelligence humaine, en complément du modèle, est meilleure que le modèle tout seul. c'est mieux l'intelligence humaine, oui. Ça reste mieux. Ça peut servir. Non, peut-être qu'un jour ce sera plus le cas, mais actuellement, même si on a des modèles qui sont des calculateurs en fait extrêmement sophistiqués, le prévisionniste avec son expérience des différents modèles, puisque le prévisionniste, il a une intelligence qui lui permet de critiquer le modèle, alors que le modèle s'autocritique pas. Pour le moment. Et donc nos prévisionnistes prennent des différents modèles qui existent et on en reçoit plusieurs, les analysent en connaissant leurs défauts, analysent finement les conditions locales et à partir de là ils constituent une trajectoire qui n'est pas la trajectoire que sortirait forcément le modèle lui-même. Et on a vu sur cet exemple de Wessi que les trajectoires de nos prévisionnistes étaient bien meilleures que celles des modèles. On en est très content. Forcément, c'est une satisfaction. Avec un gros sourire. J'aimerais qu'on s'intéresse, Gilles Perret, si vous voulez bien, au radar, enfin l'ex-radar de Thiebagui. C'est celui qui permet de voir les précipitations. Ce radar, il n'existe plus. Ça vous a compliqué les choses et ça complique les choses en termes de prévision, notamment quand il y a un cyclone? Alors, les prévisions, clairement, on peut les faire sans le radar, mais c'est plus difficile d'être précis sur la position du cyclone en l'absence du radar. Alors, le radar, il a une portée relativement peu importante. Il voit les pluies à 250 km au maximum. Donc quand le cyclone est au-delà des 250 km... Il ne sert pas à grand-chose. Disons qu'on peut s'en passer plus facilement. Après, quand le cyclone s'approche, ça permet vraiment de pouvoir quantifier les pluies de manière fine. Et puisqu'on a une mesure de pluie, c'est pas uniquement une prévision. Là, on s'est appuyé en fait sur les prévisions des modèles au niveau des quantités de pluie. Alors que si on avait le radar dans le nord, on aurait pu s'appuyer sur les observations. Il permet, et il faut pas oublier aussi que les modèles s'alimentent d'observations.
Et donc l'absence de ce radar aussi est un petit manque d'observation dans les modèles. Donc ça peut... Oui, ça fait une donnée de moins. Ça fait une donnée de moins dans les modèles. Bon, les modèles utilisent surtout les satellites, mais le radar aussi a un intérêt. Ce radar de Thiais-Baguilly, vous comptez le remettre en service? Il y a des choses qui... Alors on ne va pas le remettre en service au même endroit, mais on a effectivement un projet qui est financé par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour reconstruire un radar dans le Nord à échéance de 2021. Là actuellement on est en train de préparer le marché pour... alors il faut reconstruire un bâtiment, il faut trouver un autre site puisque le site où on était ne convient plus, il faut trouver un autre site, donc on a trouvé un site, on est en train de passer le marché, enfin de faire les préparatifs pour passer le marché pour la construction du bâtiment et l'achat du radar. Alors en fait on va renouveler aussi les 2 autres radars, celui de Lifou et celui de Nouméa, donc on fait un marché global pour avoir les mêmes technologies sur les 3 radars. Il y a d'autres grands dossiers que vous avez trouvés sur votre bureau quand vous avez pris vos fonctions au Centre Météo France? Oui, il y a pas mal de grands dossiers parce qu'en fait le service météorologique de Nouvelle-Calédonie est très dynamique et donc il y a énormément de dossiers, en fait il y a beaucoup de dossiers. Je peux en citer d'autres. Par exemple, il y a un dossier sur la prévision du changement climatique à petite échelle. C'est-à-dire qu'on voudrait faire de la modélisation sur une échelle de 2,5 km sur les îles hautes du Pacifique Sud. C'est un projet qu'on a en commun avec l'IRD et avec la Polynésie, donc la météo polynésienne, l'Université de Polynésie. Donc voilà, ça c'est un énorme projet aussi. C'est-à-dire il faudra qu'on recrute des chercheurs et qu'on les fasse travailler sur arriver à comprendre de manière fine les impacts du changement climatique. On a vu par exemple avec WESI que les phénomènes météorologiques pouvaient être très différents dans les vallées, dans la montagne, que sur la côte, puisqu'on a du relief. Et c'est ça qu'on voudrait arriver à intégrer dans nos prévisions de changement climatique. Gilles Perret, vous parlez de changement climatique, réchauffement de la planète. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre justement ces problématiques de réchauffement climatique et le nombre de cyclones qu'il pourrait y avoir dans notre zone? Est-ce qu'on peut faire des corrélations ou toujours pas finalement? Alors en théorie, le changement climatique devrait changer, pourrait changer ou devrait changer le nombre et l'intensité des cyclones. Ça c'est une idée qu'on peut avoir. Après, actuellement, jusqu'à présent, on ne voit pas de changement dans la climatologie des cyclones. Il faut dire que ce n'est pas le plus facile. Les températures, on en mesure tous les jours en 150 points du territoire. Le changement climatique sur les températures, on le voit assez facilement, assez vite. Et puis, le changement climatique, ça joue principalement d'abord sur les températures. Donc, on peut penser intellectuellement que ça aura un impact. Mais actuellement, on n'en voit aucune preuve. Mais scientifiquement, il n'y a pas de preuve. On n'a pas de preuve scientifique. On a des théories. Ça va pas forcément vers un renforcement du nombre de cyclones. Ça peut être, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que le problème de la Calédonie avec le changement climatique, c'est la température. Quand la température augmente, il peut y avoir par exemple plus de dingues qu'aujourd'hui, ce qui fera plaisir à personne. Et puis ça peut être aussi la sécheresse. Ça peut être donc il y a des conséquences qui sont autres que les cyclones. Bon, sur les cyclones, pour le moment, on n'a pas de preuve d'une évolution dans un sens ou dans un autre. Et dernière question, Gilles Perret, va faire quel temps ce week-end? Va faire beau? Vous avez regardé les prévisions? Oui, bien sûr. Bon, je suis pas un meilleur client que le reste de la population à ce sujet-là, mais bien sûr, je regarde un petit peu. D'abord, bon. Donc ce week-end, il n'y a pas de difficulté particulière. On prévoit encore des petites averses éparses. Il y a encore des petites masses nuageuses qui circulent, qui sont liées à USI. Mais surtout, on surveille une autre dépression potentielle entre Wallis et Samoa. Donc on a dans les paramètres statistiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les précurseurs, on a la possibilité d'un développement d'une dépression modérée entre Wallis et Futuna et Samoa. Donc dans les prévisions, on surveille ça aussi. Voilà. Merci beaucoup Gilles Perret d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le nouveau directeur du Centre Météo France de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Soyons précis. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.